Pour Owen Mallory, le coup initial a frappé un mardi matin d'apparence tout à fait banale. La pluie fouettait les fenêtres de sa maison de style craftsman dans le quartier cossu de Lake Washington. Le ciel de Seattle était bas et gris, annonçant les ténèbres qui allaient bientôt engloutir son univers. Owen se tenait à l'îlot de cuisine, un sac en papier brun à la main, préparant méticuleusement le déjeuner de son fils. Beurre de cacahuètes biologique sur du pain complet, tranche de pomme et un petit mot manuscrit orné d'un simple smiley. « Tu vas encore être en retard », dit Victoria, le regard fixé sur son téléphone. Sa voix possédait ce détachement particulier auquel il s'était habitué au cours des derniers mois. « J'ai le temps », répondit Owen, pliant le haut du sac avec une précision maîtrisée. Il jeta un coup d'œil à sa femme, son apparence soignée déjà impeccable pour sa réunion client de 9 heures. Victoria Mallory, spécialiste en gestion de crise, n'avait jamais un cheveu de travers. Caleb, 6 ans, fit irruption dans la cuisine, son sac à dos Spider-Man traînant derrière lui. « Papa, on peut aller au parc Lakeview après l'école, s'il te plaît ?» Owen sourit en ébouriffant les cheveux de son fils. « Bien sûr, mon grand. On ira nourrir les canards. » Victoria releva brusquement la tête. « Owen, n'oublie pas, j'ai une réunion avec l'équipe du sénateur Wilson ce soir. Je ne serai pas rentré avant tard. » Sa 3e réunion tardive de la semaine. Pendant qu'il conduisait Caleb à l'école Westlake Elementary, l'esprit d'Owen vagabondait vers ses rendez-vous de l'après-midi. 3 enfants aux prises avec l'angoisse de la séparation parentale. L'ironie ne lui échappait pas. Après 15 ans passés comme travailleur social dans les quartiers les plus difficiles de Seattle, il était passé à la pratique privée en tant que psychologue pour enfants. Il comprenait les traumatismes, les trahisons et la capacité humaine à la tromperie. Il n'avait juste jamais imaginé qu'il les vivrait lui-même. La visite au parc avec Caleb cet après-midi-là commença comme n'importe quelle autre, une routine qu'ils avaient établie au cours des derniers mois. « Papa, regarde !» Caleb pointa du doigt l'autre côté de l'aire de jeu. « C'est Madame Lena. On peut lui dire bonjour ?» Owen la repéra immédiatement. Lena Rodriguez, la mère célibataire à la voix douce qu'ils avaient croisée plusieurs fois dans ce même parc. Elle était assise sur un banc, luttant pour calmer son bambin en pleurs. « Et, Lena » appela Owen, s'approchant avec prudence. « Tout va bien ?» Elle leva les yeux, les paupières rougies. « Oh, Owen » dit-elle, essuyant une larme. « C'est juste une journée difficile. Avis d'expulsion. La babysitter a démissionné, et maintenant Mia n'arrête pas de pleurer. » Owen s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider ?» Lena secoua la tête. « C'est gentil, mais je suis juste en train de me noyer ici. » Pendant que les enfants jouaient à proximité, Lena partagea plus de détails sur ses difficultés, la maternité célibataire, les difficultés financières et l'emploi de graphiste qui couvrait à peine le loyer. Owen écouta attentivement, offrant occasionnellement des conseils tirés de son expérience en tant que travailleur social. « Vous savez, dit-elle, sa voix baissant presque à un murmure, ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un qui écoute, tout simplement. Mon ex ne l'a jamais fait. » Leur conversation se poursuivit jusqu'à ce que le coucher du soleil peigne le ciel de teintes orange et rose. Owen regarda sa montre. On devrait rentrer. Alors qu'il se préparait à partir, Lena toucha légèrement son bras. Est-ce que ça te dérangerait si je t'envoyais un texto de temps en temps? Juste quand les choses deviennent insurmontables? Tu donnes de très bons conseils. Owen hésita une fraction de seconde. Bien sûr, répondit-il, partageant son numéro. C'est à ça que servent les amis. Plus tard ce soir-là, alors que Caleb dormait profondément à l'étage, Owen était assis dans son bureau à domicile, passant en revue les notes de ses dossiers. La maison restait silencieuse et vide, Victoria étant toujours à sa réunion. Le texto de Lena arriva peu après 10 heures du soir. « Merci pour aujourd'hui. Tu es une bouée de sauvetage dans un monde de noyade. » Owen fixa le message, un étrange malaise s'installant dans son estomac. Il répondit par une simple réponse amicale, puis posa son téléphone de côté. Ce qu'il ne vit pas, c'était la femme cachée de l'autre côté de la rue dans une voiture garée, un objectif de téléphotographie pointé directement sur la fenêtre de son bureau, capturant chaque expression, chaque frappe. 3 semaines plus tard, le barrage céda. Owen se réveilla dans un lit vide. Le côté de Victoria n'avait pas été occupé. Inquiet, il vérifia son téléphone.
Aucun message. Il descendit et trouva un homme en costume debout dans son salon, une enveloppe à la main. « Owen Mallory ?» demanda l'homme. « Oui. Vous avez été notifié. » L'huissier tendit l'enveloppe à Owen et partit rapidement. Les doigts tremblants, Owen déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une demande de divorce, une ordonnance restrictive temporaire et une requête pour une audience d'urgence concernant la garde de l'enfant, invoquant la mise en danger émotionnelle et l'infidélité. Le sang quitta son visage lorsqu'il lut la déclaration sous serment de Victoria. Mon mari a entretenu une relation émotionnelle inappropriée avec Lena Rodriguez, une femme qu'il a rencontrée dans l'aire de jeu de notre fils. Je possède des preuves de multiples rendez-vous, de textos intimes et d'un comportement inquiétant qui indiquent qu'il a accordé la priorité à cette relation au détriment du bien-être de notre fils. 6 juin, une photo, Owen et Lena assis côte à côte sur un banc du parc, sa main semblant reposer sur la sienne, bien qu'il sache qu'il ne l'avait jamais touchée de cette façon. L'image était granuleuse, l'angle trompeur. Owen s'effondra sur le canapé, son téléphone vibrant d'un appel entrant de sa belle-mère. « Comment as-tu pu faire ça à Victoria ?» hurla-t-elle avant qu'il n'ait pu dire un mot. C'est partout sur ses réseaux sociaux. Même les bons maris mentent. La pièce se mit à tourner autour de lui. Se précipitant vers son ordinateur, il ouvrit la page Instagram soigneusement organisée de Victoria. Là, elle y était, un selfie en noir et blanc, les yeux de Victoria baissés. La légende disait, le plus dur, ce n'est pas la trahison. C'est d'expliquer à ton enfant pourquoi papa a une nouvelle amie. Dièse même les bons marissement # protégeons mon enfant. Des milliers de commentaires de sympathie inondèrent la publication. Son téléphone explosa de notifications d'amis, de collègues, et même de parents des camarades de classe de Caleb. Les mains d'Owen tremblaient alors qu'il composait le numéro de Victoria. Directement sur sa messagerie vocale, il essaya encore et encore. Quand la sonnette retentit, il trouva 2 policiers sur son porche. « Monsieur Mallory, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour récupérer vos effets personnels, puis que vous quittiez les lieux. Il y a une ordonnance de protection temporaire contre vous. » « C'est de la folie, » protesta Owen. « Je n'ai jamais... » « Monsieur, » l'interrompit l'officier. « Nous sommes juste ici pour faire appliquer l'ordonnance du tribunal. Vous avez 15 minutes pour emballer l'essentiel. » Dans un état second, Owen rassembla des vêtements, des articles de toilette et son ordinateur portable. Alors qu'il était escorté hors de sa propre maison, il aperçut un voisin qui regardait de l'autre côté de la rue, des yeux critiques suivant chacun de ses mouvements. Pendant les 72 heures suivantes, Owen vécut dans un monde crépusculaire de chambres de motel et d'appels sans réponse. Son avocat, Marcus Devers, un vieil ami de l'université, était assis en face de lui dans une petite salle de conférence, examinant la plainte de Victoria. Elle joue dur, Owen. Son équipe juridique demande uniquement des visites supervisées, invoquant la manipulation émotionnelle et la mise en danger morale. Owen se pencha en avant, le désespoir dans sa voix. « Marcus, je n'ai jamais touché Lena. Nous avons parlé au parc. C'est tout. » Marcus fit glisser des photos sur la table, des images de surveillance d'Owen et Lena à divers endroits. Le parc, un café devant l'école de Caleb. Ils ont construit un récit, expliqua Marcus. Victoria affirme que vous êtes émotionnellement distant depuis des mois, concentré sur cette autre femme. Owen fixa les impressions de ses messages avec Lena. Des conversations innocentes sur l'éducation des enfants et ses difficultés, maintenant soulignées et annotées pour suggérer une indécence. J'étais gentil avec une mère célibataire en difficulté, murmura Owen. Je suis psychologue pour enfants, bon sang. Un ancien travailleur social. Ce qui fait de vous un expert dans la manipulation des femmes vulnérables, selon la déclaration de Victoria. La tête d'Owen se redressa brusquement. Quoi? Elle prétend que vous avez utilisé votre expertise professionnelle pour forger un lien inapproprié avec une mère célibataire vulnérable. L'évaluateur de la garde sera particulièrement intéressé par cet angle. Quelque chose fit-il dans l'esprit d'Owen. C'est trop parfait, marmonna-t-il. Le timing. Le récit. La collecte de preuves. La première audience d'urgence sur la garde était prévue pour le lundi suivant. Owen n'avait pas vu Caleb depuis 5 jours, la plus longue période qu'ils avaient passée séparés depuis sa naissance. Debout devant le palais de justice du comté de King dans un costume fraîchement repassé, il aperçut Victoria arrivant avec son avocate, Diane Winters, une avocate de divorce notoire de Seattle.
Victoria était immaculée dans une robe bleu marine conservatrice, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil de marque. Elle n'adressa pas la parole à Owen lorsqu'elle le dépassa d'un pas vif pour entrer dans le palais de justice. À l'intérieur, le juge Barbara Highwood présidait. Le cœur d'Owen se serra lorsqu'il la reconnut, connue pour favoriser les mères dans les litiges de garde. L'équipe de Victoria présenta d'abord son cas. Votre honneur, commença Diane, Madame Mallory a des preuves documentées de la relation inappropriée de son mari avec une autre femme, une relation qui a commencé alors qu'ils vivaient encore au domicile conjugal, s'occupant de leur jeune fils. Victoria monta à la barre, les larmes coulant stratégiquement alors qu'elle décrivait l'abandon émotionnel d'Owen. J'ai tout essayé pour sauver notre mariage, témoigna-t-elle, mais il était déjà émotionnellement investi ailleurs. Le juge Highwood hocha la tête avec sympathie. Quand vint le tour d'Owen, il expliqua l'innocence des rencontres, son expérience professionnelle dans l'aide aux parents en difficulté. Madame Rodriguez était en crise, déclara-t-il fermement. J'ai offert mon soutien comme je le ferai pour tout parent en détresse. L'expression du juge resta sceptique. Monsieur Mallory, certains de ces messages semblent excessivement personnels, compte tenu de votre rôle professionnel. Marcus s'y opposa. Votre honneur, les SMS de mon client ne montrent absolument aucun contenu romantique. Pas explicitement, rétorqua l'avocate de Victoria, mais la dépendance émotionnelle favorisée ici soulève de sérieuses inquiétudes quant au jugement de Monsieur Mallory. À la fin de l'audience, la juge Highwood accorda à Victoria la garde principale temporaire, Owen n'étant autorisé qu'à des visites supervisées 2 fois par semaine dans un établissement agréé par le tribunal. À l'extérieur de la salle d'audience, Owen s'approcha de Victoria. « Pourquoi fais-tu ça? Tu sais bien qu'il n'y a rien entre Lena et moi. » Le masque de Victoria se fissura un instant, révélant un sourire froid. « Tu n'as jamais été particulièrement perspicace, Owen. C'est pour ça que tu as été si facile à piéger. » Ces mots le frappèrent avec la force d'un coup physique. « Piégé, murmura-t-il. » Victoria se pencha plus près. « Tu es un obstacle à mon avenir, Owen. Un bienfaiteur de la classe moyenne avec des ambitions médiocres. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse égaler ma trajectoire. » Avant qu'il puisse répondre, elle se retourna et s'éloigna, laissant Owen figé dans le couloir, ses paroles résonnant dans son esprit. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel aseptisée, Owen fixa le plafond. Les mots de Victoria se répétaient sans cesse. Après des heures d'analyse torturée, il attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. « Ray, c'est Owen Mallory. J'ai besoin de ton aide. » Raymond Delgado avait été le client d'Owen quand Ray était un adolescent difficile. Maintenant, il dirigeait une petite agence de détectives privés spécialisée dans les affaires conjugales. Ils se rencontrèrent le lendemain matin dans un restaurant quelconque, loin des lieux habituels d'Owen. « Alors, si je comprends bien, » dit Ray en touillant son café. « Tu penses que ta femme a orchestré toute cette affaire? Les rencontres fortuites avec cette Lena, la collecte de preuves, tout ça ?» Owen acquiesça sombrement. Victoria a parlé d'un piège. Elle est calculatrice, Ray. Tout ce qu'elle fait a un but. Ray sortit un petit carnet. Dis-moi tout sur cette Lena. Nom complet, où vous vous êtes rencontrés, le schéma de vos rencontres. Owen raconta chaque détail, comment Lina semblait toujours être au parc les jours où Victoria lui suggérait spécifiquement d'y emmener Caleb, comment ces histoires de crise personnelle s'intensifiaient au fur et à mesure que les tensions augmentaient entre Victoria et lui. J'ai besoin que tu découvres qui elle est vraiment, dit finalement Owen. Et j'ai besoin de savoir ce que Victoria a fait pendant ces réunions tardives. Ray acquiesça, griffonnant des notes. Je commence aujourd'hui. En attendant, ne contacte pas Lena. Fais comme si de rien n'était. Respecte les ordonnances du tribunal à la lettre. Pendant les 2 semaines suivantes, Owen accomplit les gestes mécaniques de sa vie brisée. Il vit Caleb lors de visites supervisées au centre Family Connection, des interactions stériles et observées qui les laissaient tous les deux confus et malheureux. Il continua son cabinet de thérapie, bien que plusieurs clients aient déjà été transférés à d'autres praticiens après la campagne stratégique de Victoria sur les réseaux sociaux. Puis vint l'appel de Ray. « Retrouve-moi tout de suite. » L'urgence dans la voix de Ray envoya Owen se précipiter vers le lieu de rencontre désigné, un parking souterrain près de Pike Place Market. L'expression de Ray était sombre alors qu'il tendait à Owen une chemise cartonnée. « Tu avais raison, mec. C'est plus profond que ce que je pensais. » À l'intérieur,
Owen trouva des photographies, des relevés bancaires et un rapport d'antécédents complet. Lina Rodriguez est en fait Angela Monroe, expliqua Ray. Actrice professionnelle avec un passé de petits rôles au théâtre local. Divorcée, oui, mais elle ne manque pas d'argent. Il montra des relevés bancaires. Elle a reçu 5 paiements de 2500 $ chacun de Pinnacle Creative Solutions, une société écran créée il y a 3 mois. Devine qui est le bénéficiaire effectif? Victoria, murmura Owen, feuilletant une série de coupures. Exactement. Et il y a plus. Ray sortit des photos de surveillance. Les réunions tardives de ta femme ont eu lieu avec cet homme. Owen fixa l'image de Victoria entrant dans un hôtel du centre-ville, bras dessus bras dessous avec un homme aux cheveux argentés qu'il reconnut immédiatement. C'est Carl Tonnet. C'est le directeur de campagne du juge Richard Delacroix, qui se présente au poste de juge d'appel qui superviserait les appels en matière familiale, conclurait. Et Delacroix est un ami proche du juge Haywood, qui s'occupe de ton affaire. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Victoria n'avait pas seulement fabriqué des preuves contre lui. Elle avait construit toute une réalité parallèle conçue pour le détruire légalement, financièrement et en termes de réputation. Encore une chose, dirait en faisant glisser un dernier document. La société de relations publiques de Victoria a discrètement proposé son histoire à plusieurs magazines féminins. Comment j'ai piégé mon mari psychologue manipulateur. Elle est sur le point de faire fortune grâce à ta destruction. Owen se rassit, son monde se réorientant autour de cette nouvelle vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Ray. Les yeux d'Owen se durcirent. Ce à quoi Victoria ne s'attendait pas. Me défendre? Mais d'abord, je dois parler à Angela Monroe. Trouver Angela s'avéra plus facile que prévu. La surveillance de Ray avait identifié son studio de yoga régulier à Capitol Hill. Owen attendit sur le parking, prenant soin de rester hors de portée des caméras du bâtiment. Quand Angela sortit, une bouteille d'eau à la main, il s'approcha nonchalamment. « Bonjour, Lina. » Ou devrais-je dire Angela? Elle se figea, le visage se décolorant. « Owen, tu ne devrais pas être ici. » Pourquoi? Parce que Victoria n'approuverait pas que son actrice payée parle à sa victime. Angela jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » 5 paiements. 2500 $ chacun. La voix d'Owen restait étrangement calme. Ruiner ma vie valait-il 13 500 $ à tes yeux? Son assurance se fissura. Elle a dit qu'elle avait besoin de preuves pour le divorce. Elle a dit que ce n'était que du théâtre pour aider une amie à échapper à une mauvaise situation. Et le script? Est-ce qu'elle t'a dit exactement quoi dire? Quel livre emporter? Quelles histoires à l'eau de rose toucheraient un ancien travailleur social? Les larmes montèrent aux yeux d'Angela. C'était juste censé être quelques rencontres fortuites. Puis ce sont devenus des textos. Des cafés. Elle n'arrêtait pas d'insister pour plus d'interactions, plus de preuves. Owen sortit son téléphone. Je veux que tu me dises tout. Chaque instruction, chaque paiement, chaque détail du plan de Victoria. Je ne peux pas, murmura Angela. Elle va me détruire. Elle m'a déjà détruit, répondit Owen, la voix tranchante. Et si tu ne m'aides pas, je ferai en sorte que le barreau, l'évaluateur de la garde et tous les metteurs en scène de théâtre de Seattle sachent que tu as participé à une fraude devant le tribunal. La caméra de sécurité du parking n'a rien enregistré, mais l'enregistreur caché d'Owen a capturé chaque mot de la confession d'Angela. L'appartement temporaire d'Owen à Bellevue devint une salle de guerre. Des cartes, des chronologies et des documents de stratégie recouvraient les murs. Marcus, son avocat, était stupéfait tandis qu'Owen exposait les preuves. C'est extraordinaire, dit Marcus, en examinant l'enregistrement de la confession d'Angela. Complot en vue de commettre une fraude devant le tribunal, subornation de parjure, poursuites abusives. Peut-on porter cela devant le juge? Demanda Owen. Marcus secoua la tête. Pas encore. Victoria a trop de relations. Nous avons besoin de preuves irréfutables et d'une stratégie qui ne se contente pas de gagner l'affaire, mais qui résiste à un appel. Que suggérez-vous? Nous avons besoin de plus de relevés bancaires confirmant que les paiements proviennent de Victoria, de communications entre Victoria et Angela détaillant la mise en scène, et surtout, de preuves de la relation de Victoria avec et de la façon dont elle se rattache à votre affaire. Owen acquiesça sombrement. Je vais les obtenir.
Il contacta une autre ancienne cliente, Kira Nakamura, désormais spécialiste en cybersécurité. Ils se rencontrèrent dans une bibliothèque publique, parlant à voix basse parmi les rayonnages. « Ce que vous me demandez frise l'illégalité », avertit Kira après avoir entendu sa requête. « Je ne te demande pas de pirater quoi que ce soit », clarifia Owen. « Simplement de récupérer des emails supprimés de mon ordinateur personnel, des emails échangés sur des comptes auxquels moi, en tant que propriétaire, j'avais accès. Victoria utilisait fréquemment mon ordinateur. » Kira hésita. « Et que vous attendez-vous à trouver ? Des preuves de complot. » Victoria était trop calculatrice pour laisser une trace claire, mais elle est aussi arrogante. Elle ne s'attendait pas à ce que je me défende de cette manière. 2 jours plus tard, Kira remit à Owen une clé USB. « Vous aviez raison. Elle a utilisé votre ordinateur pour accéder à sa messagerie personnelle une 12aine de fois. Le navigateur a mis en cache plusieurs messages avant qu'ils ne soient supprimés. » Cette nuit-là, Owen étudia attentivement les données récupérées. Parmi les notifications de facturation et les correspondances professionnelles, il y avait 3 emails qui lui glacèrent le sang. De Victoria Mallory à Angela Monroe. Objet, paramètres du projet. Angela, vous trouverez ci-joint la chronologie détaillée et le script de notre projet. N'oubliez pas, cela doit paraître complètement naturel. La cible aime visiter Lakeview Park après les heures d'école. C'est un ancien travailleur social avec un complexe de sauveur. Les femmes émotionnellement vulnérables sont son point faible. Habillez-vous de façon décontractée mais soignée. L'apparence en difficulté mais digne le look. La première rencontre doit être une coïncidence. La seconde doit inclure une crise mineure avec votre enfant. Ensuite, vous devez établir une communication par SMS. Toutes les conversations doivent être photographiables à distance. Calendrier des paiements comme convenu. Bonus final lors du dépôt réussi de la plainte au tribunal. Un autre email décrivait la mise en scène plus en détail. De Victoria Mallory à Carlton. Objet, opération pivot de la garde. Carlton, la phase 1 est terminée. La cible a établi un contact régulier avec notre actrice. L'équipe de surveillance a collecté les premières preuves. Le juge Highwood s'est montré réceptif aux préoccupations initiales soulevées par le biais de nos canaux. Le calendrier de dépôt reste la première semaine du mois prochain. Attendez-vous à une amplification médiatique significative via les canaux de mon cabinet. L'histoire sera présentée comme un professionnel de confiance exploitant des femmes vulnérables. Parfait pour le cycle d'information actuel. La discussion sur le fonds fiduciaire peut se poursuivre comme prévu une fois la garde assurée. Le 3e email était le plus accablant. De Victoria Mallory à Diana Winters. Objet, affinement de la stratégie. Diana, j'ai officiellement retenu vos services à partir de la semaine prochaine, je reste bref pour une éventuelle contestation. La collecte de preuves se déroule comme convenu. L'opération est entièrement mise en scène et documentée. La cible est totalement inconsciente. Fournira un calendrier des découvertes choquantes pour votre information. La juge Highwood est déjà favorable grâce à l'introduction de Carlton. Attendez-vous à une résistance minimale aux ordonnances d'urgence. Les termes de la fiducie exigent la garde exclusive. Résultat non négociable pour mes objectifs. Owen imprima chaque message, la main tremblante. La préméditation était stupéfiante. Il appela Marcus immédiatement. « Nous avons la preuve irréfutable, dit-il. Mais il y a plus en jeu que la simple garde. Victoria convoite la fiducie de Caleb. » Marcus siffla. « L'héritage de tes grands-parents. Il est placé dans une fiducie irrévocable pour l'éducation de Caleb avec Victoria comme co-fiduciaire, ajouta Owen. Si elle obtient la garde exclusive, elle peut demander à ce que ces fonds soient redirigés pour les dépenses nécessaires à l'enfant. Un demi-million de dollars, murmura Marcus. C'est un sacré mobile. Et ce n'était que le début, déclara Owen. J'ai besoin d'un expert comptable légiste pour examiner les finances de Victoria. Quelque chose ne colle pas. La semaine suivante, Owen mit en œuvre la phase suivante de son plan. Il aborda Angela Monroe devant l'école maternelle de sa fille. « Je ne suis pas ici pour vous menacer, dit-il, levant les mains pour montrer qu'il ne voulait faire aucun mal. Je suis ici pour vous offrir l'immunité. » Les yeux d'Angela se rétrécirent. « De quoi parlez-vous ? Victoria va être démasquée pour fraude à la cour. Quand ce sera le cas, elle essaiera de vous blâmer.
L'actrice qui a trop bien joué son rôle. La peur traversa le visage d'Angela. Elle m'a promis qu'elle avait menti. Comme elle a menti à mon sujet. Owen lui tendit une carte de visite. Voici mon avocat. Dites-lui tout, et il négociera l'immunité avec le bureau du procureur. Procureur, murmura Angela. La conspiration pour commettre une fraude à la cour est un crime, Angela. De la prison à moins que vous ne coopériez. Elle fixa la carte, puis de nouveau Owen. Pourquoi m'aideriez-vous après ce que j'ai fait? Parce que vous étiez le pion de Victoria, répondit Owen. Et j'ai besoin que vous soyez mon témoin. Pendant ce temps, l'expert comptable légiste remit des conclusions accablantes. Victoria avait systématiquement détourné de l'argent de leur compte conjoint. Plus de 200 000 $ transférés vers des avoirs offshore au cours de l'année écoulée. De plus, elle avait secrètement hypothéqué leur résidence secondaire au nom d'Owen grâce à des documents frauduleux. Elle planifie ça depuis au moins 18 mois, conclut Marcus après avoir examiné les preuves. La fraude financière à elle seule suffit pour des accusations criminelles. Pas encore, mis en garde Owen. Nous devons relier tous les éléments. La mise en scène avec Angela, la liaison avec Hay, la fraude financière et la manœuvre pour la garde. Leur opportunité se présenta lors de l'évaluation de la garde prévue. Le docteur Lydia Chen, psychologue nommé par le tribunal, interrogea séparément les deux parents. Victoria présenta son récit soigneusement élaboré de l'abandon émotionnel d'Owen et de sa relation inappropriée avec Lena. Angela. Lorsque le docteur Chen interrogea Owen, il apporta des preuves documentées de la conspiration de Victoria, mais aussi quelque chose d'inattendu. J'ai des douleurs thoraciques et des arythmies depuis que tout cela a commencé, expliqua Owen, fournissant des dossiers médicaux. Mon cardiologue a diagnostiqué une cardiomyopathie de stress, littéralement un syndrome du cœur brisé. Les actions de Victoria ne m'ont pas seulement blessé émotionnellement et professionnellement, elles ont causé des dommages physiques. Le rapport du docteur Chen au tribunal était cinglant dans son évaluation des actions de Victoria, recommandant la garde temporaire immédiate à Owen en attendant une enquête plus approfondie sur d'éventuelles accusations criminelles contre Victoria. 2 jours avant l'audience prévue sur la garde, le plan d'Owen s'accéléra. Carlton fut photographié en train de quitter la chambre d'hôtel de Victoria par un journaliste à sensation. Un tuyau anonyme avait alerté la presse sur la liaison. Le soir même, la juge Haywood se récusa de l'affaire, invoquant l'apparence de partialité, après que le lien de Hay avec son collègue, le juge de la Croix, fut rendu public. La nouvelle juge affectée à l'affaire, Imani Washington, avait la réputation d'une tolérance zéro pour les fautes de procédure. Lorsque l'avocat de Victoria tenta de retarder l'audience, la juge Washington rejeta la motion. Ce tribunal prend les allégations de fraude très au sérieux, déclara-t-elle fermement. Nous procéderons comme prévu. La salle d'audience était bondée le jour de l'audience. Les médias locaux, alertés des développements sensationnels, remplissaient la galerie. Victoria arriva, l'air abattu. Sa confiance habituelle était visiblement amoindrie. Marcus ouvrit avec une motion explosive. Votre honneur, nous demandons le rejet de la requête en garde de Madame Mallory pour cause de fraude à la cour et nous contre-attaquons pour la garde exclusive à Monsieur Mallory sur la base de la conspiration documentée de Madame Mallory visant à fabriquer des preuves. L'avocat de Victoria s'y opposa avec véhémence, mais la juge Washington autorisa la motion à se poursuivre. Ce qui suivit fut un démantèlement systématique de l'affaire de Victoria. Marcus a présenté les courriels, la déclaration sous serment d'Angela Monroe détaillant la machination élaborée, les relevés financiers prouvant le détournement de fonds de Victoria, et les dossiers médicaux attestant des symptômes physiques d'Owen. L'élément le plus accablant était la vidéo de surveillance montrant Victoria rencontrant Angela avant leur rencontre fortuite au parc, l'instruisant précisément sur la façon d'aborder Owen. Lorsque Victoria a pris la parole, son sang-froid a craqué sous l'interrogatoire implacable de Marcus. Avez-vous engagé l'actrice Angela Monroe pour qu'elle se fasse passer pour Lena Rodriguez dans le but de piéger votre mari? Ce n'est pas. A commencé Victoria. Oui ou non, Madame Mallory? Ce n'était pas un piège. J'avais besoin de preuves. Preuves de quoi? De l'inclination naturelle de votre mari à aider quelqu'un que vous avez délibérément placé sur son chemin. Les yeux de Victoria ont brillé de colère. Ce n'est pas le saint que tout le monde croit. Vous avez donc fabriqué un scénario pour le faire paraître infidèle alors qu'il ne l'était pas. La salle d'audience est tombée dans le silence tandis que l'expression de Victoria se durcissait. J'ai fait ce qui était nécessaire pour assurer mon avenir. Y compris commettre une fraude envers ce tribunal.
Victoria a jeté un coup d'œil à son avocat, qui semblait physiquement malade. J'ai présenté les faits tels que je les voyais. Ces faits incluent votre liaison avec Carlton et un homme lié au juge Haywood par l'intermédiaire du juge de la Croix. Le visage de Victoria a pâli. C'est hors de propos. Est-il hors de propos que vous ayez détourné plus de 200 000 $ de compte joint tout en planifiant cette machination élaborée? Cet argent est le mien. Est-il hors de propos que votre principale motivation était de prendre le contrôle du fonds fiduciaire de 500 000 $ de votre fils? La galerie a éclaté en murmures. La juge Washington a frappé de son marteau. À l'ordre. L'avocat de Victoria lui a passé frénétiquement un mot, qu'elle a ignoré. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger mon fils. De quoi, Madame Mallory? D'un père aimant qui n'a commis aucun acte répréhensible. Le masque de Victoria a finalement complètement glissé. De la médiocrité, a-t-elle claqué, d'une vie limitée par la pathétique moralité de classe moyenne d'Owen. Caleb mérite mieux qu'un collège communautaire et une maison de style Cap Cod en banlieue. La salle d'audience est tombée dans le silence. Même Victoria semblait choquée par son explosion. La juge Washington s'est penchée en avant. Madame Mallory, venez-vous d'admettre avoir fabriqué des preuves contre votre mari pour avoir accès au fonds fiduciaire de votre fils à des fins autres que son bien-être? L'avocat de Victoria s'est levé d'un bond. Votre honneur, ma cliente est soumise à un stress extrême. Asseyez-vous, maître, a ordonné la juge Washington. Madame Mallory peut répondre elle-même. Mais Victoria n'avait plus rien à dire. Son monde soigneusement construit s'était effondré autour d'elle. La décision de la juge Washington a été rapide et sans équivoque. Elle a accordé à Owen la garde complète et immédiate de Caleb, avec une limite de visite supervisée hebdomadaire pour Victoria. De plus, elle a destitué Victoria en tant que fiduciaire du fonds fiduciaire de Caleb et a renvoyé l'affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles accusations criminelles. Ce tribunal a rarement été témoin d'une tentative aussi calculée de manipuler le système juridique, a déclaré la juge Washington. Les actions de Madame Mallory démontrent un profond mépris pour ce tribunal, pour les témoignages véridiques, et surtout, pour le bien-être émotionnel de son enfant. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont encerclé Owen. Il a refusé de commenter, se concentrant plutôt sur la petite main serrant la sienne. Caleb l'a regardé, la confusion et le soulagement se mêlant dans son expression. « Est-ce qu'on rentre à la maison maintenant, papa ?» Owen s'est agenouillé au niveau de son fils. « Oui, mon pote, on rentre à la maison. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Owen a aperçu Victoria, seule près de la voiture de son avocat, qui les regardait. Leurs regards se sont croisés brièvement. Aucun mot n'a été échangé, mais le message était clair. Owen n'avait pas seulement survécu à sa trahison, il avait démantelé son monde entier. 6 mois plus tard, la pluie de Seattle tombait à verse alors qu'Owen se garait devant l'imposant immeuble de bureaux du centre-ville qui abritait Parker et Ross, consultants en relations publiques. L'ancien employeur de Victoria s'était distancé d'elle immédiatement après les révélations du palais de justice, protégeant sa réputation en sacrifiant la sienne. Leur avocat avait contacté Owen ce matin-là avec une demande inhabituelle. Les effets personnels de Madame Mallory provenant de son bureau. Nous les avons conservés en entrepôt, mais légalement, ils devraient être remis à son plus proche parent. Compte tenu des circonstances, l'implication était claire. Personne ne voulait être associé à Victoria Mallory. Owen a accepté de récupérer les objets. Une petite boîte contenant des photos de famille, des accessoires de bureau et un agenda relié en cuir. Alors qu'il plaçait la boîte dans son coffre, son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait King County Correction. Monsieur Mallory, ici l'officier Dawson. Votre ex-femme vous a demandé comme seul visiteur autorisé. La main d'Owen s'est crispée sur le téléphone. Victoria purgeait une peine de 9 mois pour parjure et fraude envers le tribunal, une peine remarquablement légère, compte tenu des accusations. Mais elle avait conclu un accord impliquant Carlton et le juge de la Croix dans une affaire de corruption à plus grande échelle. A-t-elle dit pourquoi, demanda Owen. Non, monsieur. Mais elle a insisté. Owen hésita, pesant le pour et le contre. Dites-lui que je serai là demain. Le parloir du centre de détention du comté de King était austère et utilitaire. Owen était assis à la table en métal, observant les gardes escorter Victoria. La transformation était saisissante. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par un uniforme kaki de prison, son apparence si soigneusement entretenue réduite à l'essentiel.
Tu es venue, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Que veux-tu, Victoria, demanda Owen, d'une voix neutre. Elle l'étudia, cherchant peut-être une faiblesse ou un sentiment. N'en trouvant aucun, elle soupira. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici. J'imagine. Les procureurs veulent que je témoigne contre Carlton au sujet de l'ingérence judiciaire. Owen se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Et si je le fais, ils réduiront encore ma peine. Peut-être même une mise à l'épreuve au lieu de l'incarcération. Elle se pencha en avant. Mais je voulais te demander quelque chose avant. Je ne suis pas là pour conclure des accords, Victoria. Pas un accord. Une question. Ses yeux, autrefois si captivants pour lui, semblaient maintenant vides. Est-ce qu'il y avait une part de vérité entre nous? Owen réfléchit attentivement à la question. Certaines parties l'étaient. Mais tu étais invariablement en train de jouer un jeu plus long. Elle acquiesça délibérément. Je n'aurais jamais pensé que tu le déchiffrerais. Tu étais toujours si confiant. Ce n'était pas de l'imbécilité, Victoria. C'était une décision consciente. J'ai choisi de croire en les gens. Et regarde où cela t'a mené. Owen se permit un léger sourire. De retour à la maison avec mon fils. Mon cabinet est en train de se reconstruire. Je fréquente quelqu'un qui apprécie l'honnêteté. Il marqua une pause. Où tes choix t'ont-ils mené? La façade de Victoria se fissura légèrement. J'ai mal calculé. Non, corrigea Owen. Tu m'as sous-estimé. Il y a une différence. Owen se leva. Est-ce tout ce que tu voulais savoir? Si notre mariage était sincère? Le regard de Victoria se durcit à nouveau. Je voulais voir si tu allais jubiler. Si tu étais devenue comme moi. Je ne suis en rien comme toi, Victoria. Et je ne le serai jamais. Alors qu'il se tournait pour partir, elle l'appela. Owen. Je veux toujours voir Caleb. Il s'arrêta à la porte. Quand tu seras libéré, nous discuterons de visites supervisées. Il mérite de connaître sa mère, peu importe ce que tu as fait. C'est étonnamment magnanime. Owen se retourna. Ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Dehors, sur le parking, Owen s'assit dans sa voiture, la pluie tambourinant sur le toit. Son téléphone vibra, un message de Melissa, la psychothérapeute pour enfants qu'il voyait depuis 2 mois. Toujours d'accord pour dîner avec Caleb ce soir? Il sourit et tapa une confirmation. La vie se reconstruisait progressivement à partir des ruines que Victoria avait créées.